Classiquement, la rhinite allergique était considérée comme étant une rhinosinusitis, qui veut dire que c'est une inflammation chronique déclenchée par le pigment allergène, mais cette définition n'est pas assez spécifique et pourra prêter à confusion avec d'autres rhinosinusites chroniques telles que la polypose nasociliaire. Nous avons émergé l'idée de la rhinite respiratoire, c'est-à-dire que l'inflammation va être spécifique de l'allergène, certes, mais même le site qui est déclenché, ou site qui va participer, qui va être inflammé, va concerner que la muqueuse respiratoire. Et cela peut être mis en évidence par une image scanographique, on peut le voir ici, c'est-à-dire que l'inflammation concerne que la fosse nasale, et comme vous pouvez le voir, la clarté, il n'y a aucune inflammation au niveau des sinus paranasaux. D'un point de vue épidémiologique, M. Dussel l'a bien souligné, c'est une maladie chronique très fréquente. Selon l'OMS, elle représente la troisième cause de maladie chronique, avec un impact socio-économique très important. Elle est en nette recrudescence vu les différentes modifications climatiques, l'urbanisation intense, de même que l'augmentation de la pollution dans nos villes. D'un point de vue physiopathologique, juste pour rappel, parler un petit peu de cette marche anatomique et dire que c'est une réaction immunitaire à un pneumoallergène IgE dépendant, donc elle va se faire via les lymphocytes T, elle donne activement les lymphocytes T pour produire ces IgE, mais également elle va survenir chez des patients qui vont avoir une prédisposition génétique. C'est pour ça qu'on parle de marche atopique. Classiquement, ce n'est pas toujours le cas, ça commence avant même l'enfance chez le nourrisson par une dermatite atopique, va se voir après peut-être des allergies alimentaires, et c'est très fréquent actuellement, l'allergie alimentaire, et l'asthme surviendra un asthme, et vers la fin, l'âge adulte va se déclencher une rhinite allergique. Quoique, il y a des adultes qui vont présenter des rhinites allergiques sans qu'il y ait auparavant des antécédents dans l'enfance d'allergie atopique. Notamment par rapport à cette physiopathologie, la dégranulation mastocytaire va aboutir à la symptomatologie, c'est ça qui va nous donner la fameuse symptomatologie, obstruction nasale. Mais il faut s'en distinguer que certains médiateurs dégranulationnels veut dire qu'il va y avoir une production de médiateurs pro-inflammatoires, certains vont avoir une action rapide, et d'autres vont avoir une action plus lente, et donc ce qui va entraîner cette chronicité et pérenniser cette inflammation. Même dans les rhinites dites intermittentes, il va y avoir une inflammation qui va être permanente dans notre muqueuse ou rhinite respiratoire. Et ces signes qui se voulaient être très caractéristiques, comme l'a très bien dit M. Dussel, l'obstruction nasale, bien qu'elle est assez typique, avascule, bilatérale, la rhinorrhée, l'éternuement, sale, les pleuris, ne sont pas spécifiques de la rhinite allergique. On peut le voir dans d'autres pathologies. Néanmoins, le diagnostic il repose sur les tests. Il a très bien également précisé, dans certains cas, à 18 ici. On pourra donc distinguer une rhinite allergique une fois diagnostiquée, légère, modérée, voire sévère, et bien sûr intermittente et persistante. Là, on ne va pas trop détailler. Le traitement va reposer généralement sur le couple antihistaminique, sur le couple général, plus les corticoïdes intranasaux. Bien sûr, tout ça doit se faire avant tout avec, si on arrive à détecter l'allergène, ne peut pas passer son éviction de l'allergène. Dans certains cas, l'immunothérapie allergénique peut être proposée, mais sous peine de conditions bien précises. Et là, ce que je vais essayer d'être le plus pratique, c'est de parler des cas d'échec. Lorsqu'on parle de cas d'échec, à quel moment, quand est-ce qu'on parle de cas d'échec? Là, l'échec, c'est en général soit une prise en charge qui n'est pas conduite, ou bien c'est un diagnostic erroné de rhinite allergique. Généralement, c'est entre 2 à 6 semaines de traitement bien conduit
Dans l'amélioration de la symptomatologie, on pourra parler de cas d'échec ou de réévaluation thérapeutique. Donc, cette prise en charge qui est mal conduite peut être en rapport avec une mauvaise prédiction d'allergènes, un retard de traitement, notamment dans les régimes allergiques saisonnières. Dans ce cas de figure, on sera obligé de donner une courte course de corticoïdes au préalable pour justement lutter contre cette inflammation qui est permanente. Et enfin, peut-être c'est une mauvaise observance du traitement. Mais si on est sûr que ce n'est pas un défaut d'observance ou ce n'est pas une mauvaise prise en charge thérapeutique, dans ce cas de figure, il faudra orienter le patient chez l'ORL pour un examen ORL et surtout, quand je dis examen ORL, ça va débuter par une enquête étiologique. On va passer par l'interrogatoire qui permettra généralement de redresser le diagnostic et enfin de confirmer par un examen clinique. Donc, on va passer au diagnostic différentiel si on veut de ces rhinites allergiques. Et on commence par le LARES, qui est une affection qui est très sous-estimée. C'est quoi le LARES? C'est une rhinite non allergique à isonophile. Cette rhinite non allergique, son talon d'Achille, c'est un diagnostic qui est généralement très difficile à établir, si bien que certains auteurs occultent carrément l'existence de ce LARES, ils disent qu'il n'existe pas, mais cliniquement, le LARES va se traduire par une obstruction nasale bilatérale et une dysautonie généralement de l'anosmie. Toute anosmie permanente dans une rhinite allergique doit faire redresser le diagnostic. Le LARES, pour poursuivre, cliniquement, il va se traduire en obstruction nasale, une rhinorrhée, un œdème très important, mais on n'a pas besoin de la rhinite allergique que l'œdème ou l'inflammation va intéresser que la fosse nasale, c'est-à-dire les cornées, pas plus. Et là, on voit que typiquement dans le LARES, c'est labyrinthe ethmoïdal qui est touché. On parle du diagnostic de LARES s'établissait avant avec l'absence de texte plutôt négatif, avec une eosinophilie supérieure à 20%. Sur l'eosinophilie supérieure à 20%, on est revenu dessus, car certaines rhinocénosies chroniques présentent une eosinophilie très importante, supérieure à 20%. Par contre, on peut retrouver des IgE spécifiques qui sont négatifs, mais sur le plan local, elles sont positives. Certains, dans la physiopathie du LARES, soit elle est considérée par certains auteurs comme étant un stade initial de la polypose nasociliaire, ou alors comme étant une rhinite allergique locale de l'ethmoïde. Le traitement va reposer, comme pour la rhinite allergique, sur les corticoïdes nasaux en première intention. Si échec de la monothérapie, on associe des antihistaminiques en voie locale et générale. On passe au diagnostic, j'ai envie de dire, le plus fréquent ou qui traite la constitution avec les rhinites allergiques. Notamment, je parle de nos amis médecins généralistes. Généralement, quand ils arrivent à ce stade, ils sont confrontés à une polypose nasocinusienne qui va avoir une symptomatologie qu'on peut résumer par l'acronyme ADOR, A, anosmie, D, douleur faciale, R, rhinorrhée, O, obstruction nasale, et enfin, E, éternuement. Là, on décrit la symptomatologie d'une rhinite allergique. Mais toujours, il faudra que vous révisiez votre diagnostic, diagnostic supposé, face à l'anosmie. Monsieur Roussel l'a très bien. L'anosmie n'est pas totale ou bien n'est pas permanente. Généralement, on peut avoir une hyposmie, mais pas une anosmie devant une rhinite allergique. La polypose nasociliaire, comme son nom l'indique, est une inflammation chronique avec polype, et l'association entre elle et la rhinite allergique n'est pas rare. Du moins, on n'a pas pu établir un lien cause à effet entre la rhinite et la polypose. Néanmoins, la prévalence de la polypose dans la rhinite allergique est d'environ 1,5%, donc l'association est possible. Par contre, cette prévalence elle est de 30% des rhinites allergiques qui ont présenté une polypose nasociliaire. Le traitement de la polypose, ça peut figurer dans
dans la définition de la polypose, est éminemment médicale, toujours médicale, parfois chirurgicale. Bien que même dans la chirurgie de la polypose, certains auteurs vous disent pour un meilleur contrôle de la symptomatologie, une meilleure diffusion des corticoïdes nasaux, vaut mieux opérer très tôt pour pouvoir contrôler plus facilement la maladie. D'autres vous disent, si vous opérez trop tôt, les risques de poursuite évolutive, je sais que c'est très cher à mon ami le professeur Mondi, va être plus fréquente chez ces patients. Et donc le traitement, généralement, je parle sur le plan chirurgical, c'est de réaliser une éthmoïdectomie qui va, éthmoïdectomie avec une abdomen moyen, voire une sphénoidectomie, qui aura pour effet essentiellement d'ouvrir maximum nos sinus et faciliter le passage des corticoïdes nasaux au contact direct avec cette muqueuse inflammée. Et s'il y a une association également de rhinite allergique, donc il y aura une meilleure diffusion de mon traitement. Le troisième diagnostic différentiel, il y en a beaucoup plus que ce que je veux présenter, mais je vais axer sur les axes les plus fréquents ou les plus dangereux. Donc cette sinusite œdémato-purulente qui va se traduire par une rhinorrhée bilatérale mucopurulente. Là aussi, si je suis devant une rhinorrhée qui est épaisse, qui change de couleur, il faudra redresser notre diagnostic. Je ne vais pas mettre très facilement ça sur le compte d'une rhinite allergique. Cette sinusite peut se présenter avec ou sans polype, cette rhinosinusite, mais également une dyspnée peut se voir. Et donc, l'examen endoscopique permettra de voir cette purulence typiquement au niveau des méas, d'accord? Et on pourra le confirmer avec une imagerie, notamment une tomodensitométrie, qui va sortir de la rhinite respiratoire, qui est caractéristique de la rhinite allergique, en montrant une atteinte des sinus paranasaux. Donc, devant ce type de tableau, qu'est-ce qu'il faudra rechercher? Il va rechercher d'autres pathologies associées, c'est-à-dire une récurrence des sinusites, une atteinte otitique et également une atteinte bronchopulmonaire, c'est-à-dire des surinfections à répétition, qui vont me faire discuter une atteinte d'ischémie ciliaire, un déficit immunitaire ou mucoviscidose. Les obstacles mécaniques. Par rapport aux obstacles mécaniques, nous avons la déviation, la rhinolithiase, l'entrésie hypertrophie de végétation économique. Je vais essayer de faire rapide. Donc cette déviation, typiquement, elle va se manifester par une obstruction nasale unilatérale, contrairement à la rhinite allergique, mais peut s'associer et l'aggraver. Et donc il faut être très honnête avec le patient, dire opérer ne va pas dire que vous allez régler votre problème d'obstruction nasale. Vous allez continuer à prendre votre traitement pour votre rhinite allergique. Dans certains cas, pas toutes les déviations sont opérables. Dans certains cas, il y a des déviations qui peuvent ne pas concerner le couloir intérieur. Néanmoins, on privilégie leur correction devant une rhinite allergique pour faciliter le passage des corticoïdes parce que ça peut constituer un obstacle au passage des corticoïdes intranasaux. Chez l'adulte, on parle de rhinolithiase de notre corps étranger. Pourquoi? Parce que la rhinolithiase va être, c'est l'apanage de l'adulte, bien que le corps étranger peut remonter à l'enfance, il est en rapport avec un dépôt de sels minéraux. Donc, quand vous allez faire votre scanner, généralement, il va avoir cette densité calcique. La rhinolithiase est un accident, est une pathologie chronique, contrairement au corps étranger de l'enfant, qui est généralement un accident aigu. Il existe également chez l'enfant, comme vient de le corriger monsieur Felser. Et donc, là aussi, la rhinorrhée est unilatérale et elle peut être découverte fortuite. C'est-à-dire que le patient va venir vous voir pour je ne sais quoi, des douleurs faciales, vous demandez de supporter une rhinocéluite, vous demandez un scanner, et vous voyez la rhinolithiase. Donc le traitement, c'est l'extraction de ce corps étranger. La trésiconale également peut être considérée comme un diagnostic différentiel, bien que le diagnostic généralement se fait dès la naissance, parce qu'elle est bilatérale, fort heureusement elle est unilatérale, parce que chez nous, elle va se traduire par un syndrome de détresse respiratoire aiguë.
comme souvent elle est unilatérale, elle peut être diagnostiquée à l'âge adulte avec obstruction nasale unilatérale et rhinorrhée unilatérale. Le plus souvent, elle est mixte. Le traitement, elle est chirurgical. Donc, l'hypertrophie des végétations adénoïdes, c'est l'apanage de l'enfant. J'aimerais juste en parler pour dire que ça peut exister chez l'adulte et que la prévalence va diminuer bien sûr avec l'âge, avec une évolution de l'amygdale ou de l'hypertrophie et de l'amygdale pharyngée. Juste pour dire qu'elle est plus fréquente chez les enfants qui présentent une rhinite allergique que les enfants qui n'en ont pas. Le traitement est chirurgical, bien qu'il peut avoir une repousse, si on veut, sur le corps résiduel. Par contre, si on voit on est en phase de l'hypertrophie des végétations adénoïdes chez l'adulte, comme c'est rare, voire très rare, il faudra toujours penser à éliminer un cancer du cœur. Et ne pas prendre ça pour juste des végétations adénoïdes. Et ce qui me permet de parler de l'avant-dernier diagnostic différentiel, c'est la tumeur nasocynusienne, bien qu'aucune étude ou cas clinique n'a été répertoriée dans la littérature, qui a pris des conclusions où la rhinite allergique a été prise à tort la tumeur a été prise à tort pour une rhinite allergique, mais toujours, il faut se rappeler qu'il faut toujours se méfier des signes unilatéraux, d'une épistaxis récidivante, des sécrétions épaisses, et ça va pour tous les types de rhinite allergique. Si je suis devant ce type de symptomatologie, n'hésitez pas à envoyer le patient chez l'ORL pour un examen de préférence endoscopique. Et on finit par la rhinorrhée cérébrospinale, auquel cas, ça, il y a eu pas mal de cas qui ont été répertoriés dans la littérature. Des rares diagnostics de rhinite allergique. Pourquoi? Parce que dans la rhinorrhée cérébrospinale, la rhinorrhée est très claire, voire eau de roche. Il faut se méfier de ces rhinorrhées qui sont très très claires, surtout si le patient présente un BAM important et vous dit que ça survient surtout lorsque je pense sur ma tête ou en avant. Ça va véritablement vous alerter. Mais également, si le patient présente des antécédents de méningite, de traumatisme crânien, voire de chirurgie, encore 4 minutes, voire de chirurgie nasocynusienne endoscopique, cérébro-respiratoire cérébro-spinale expose au risque de méningite dans près de 20% des cas. Face à ces échecs thérapeutiques, je parle de rhinite allergique maintenant, si échec, on a dit avec mauvaise observance, on l'a réglé. Si on a éliminé également un diagnostic différentiel, là, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre patient? Qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut proposer? C'est possible de proposer une chirurgie parce que généralement, il manque une on peut penser à la chirurgie, cette chirurgie va intervenir généralement sur le cornet inférieur, ce cornet inférieur qui est véritablement l'unité fonctionnelle du nez, parce que c'est lui qui assure le conditionnement de l'air, à savoir l'épuration, le rechauffement et l'humidification de l'air. Avant, on réalisait une turbinectomie totale. Maintenant, c'est carrément considéré comme un crime nasal et qui est complètement à proscrire, parce qu'elle entraîne ce qu'on appelle le syndrome du Lévy, qui va aggraver l'obstruction nasale avec route et retentissement psychologique sur le patient, bien que le patient présente une large cavité nasale. Par contre, on privilégie l'intervention sur ce qu'on a en réalisant une turbinoplastie. C'est quoi une turbinoplastie? C'est une réduction du volume du cornet inférieur sans toucher à cette muqueuse qu'on considère comme étant une muqueuse qui est assez énorme par réduction du plexus caverneux. Ceci peut se faire par différentes techniques, soit une radiofréquence. Généralement, c'est la partie antérieure, elle peut se faire sous anesthésie locale ou sous anesthésie générale. Si l'augmentation du volume concerne la partie antérieure du cornet inférieur, on peut la réaliser sous anesthésie locale.
localement en réalisant une turbinoplastie au micro-débrideur. Également, la turbinectomie partielle est possible, et ce qui nous considère actuellement comme étant la technique la plus efficace, mais toujours en réalisant une résection sous-squelettique du cornée inférieur. J'ai pas eu l'occasion de bien détailler le cornée inférieur. Elle est plus efficace. Je parlerai très rapidement de la neurotomie du canal pterygoïdien. Une minute. Neurotomie de le canal pterygoïdien, enfin anciennement appelé le nerf dydien, qui a une fonction parasympathique sur l'augmentation du plexus caverneux du cornée inférieur, également sur la minorée. Sa résection permettrait de réduire le volume, mais également d'assécher le nez. Son inconvénient, c'est également, ça peut entraîner une sécheresse oculaire. Donc, il y en a, là, ça paraît pas bien. Donc, il y en a qui ont proposé une chirurgie du canal du nerf nasal postérieur, qui est, moi, la rencontre secondaire sur la sécheresse oculaire. Pour finir, en termes de chirurgie, ces différentes techniques ont fait la preuve de leur efficacité sur l'obstruction nasale. Il faut que vous soyez sûr avec le patient que si vous lui proposez cette chirurgie, ce n'est dirigé que contre l'obstruction nasale. Vous ne pouvez rien faire pour le crever, ni les terminaux. Voilà. Et enfin, si vous avez un doute face à un patient, une prise en charge du rhume thérapeutique, toujours consulter votre ORL et proche. Je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur, pour la clarté de votre